Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Chan Inter. Bienvenue en direct du studio Alif Hafid. Il est 20h14. Vous avez écouté Ebony Ivory et c'était Paul McCartney, Stevie Wonder. Ebony Ivory, c'était ébène et ivoire, tout simplement. C'était un petit peu une chanson magnifique, suène, un truc comme ça. L'ivoire est blanc et l'ébène est noir, donc c'est un truc sur les races humaines et ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas de différence ni entre noir ni entre blanc. Voilà. Et nous allons remercier les éditions Le Manifeste en la personne de Madame Latifa Oumlil et Monsieur Samy, les éditions La Croisée des Chemins, les éditions Marsam, Monsieur Charebi, les Sissaïd Ouattal pour ses toiles de peinture et Madame Oumine pour ses toiles de peinture. Appelez-nous au 05 37 20 44 73 ou alors envoyez vos SMS au 06 59 83 84 07. Avec nous aujourd'hui, il s'agit de Manal pour la mise en onde de la partie technico-artistique, notre ami Mohamed Tijami pour la réalisation et une invitée évidemment, Mouna qui est avec nous, sympathique Mouna qui m'a remplacé. Alors elle a eu notre invité de ce soir. Et l'invité de ce soir, c'est Hamid Jumran. C'est Hamid, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Très bien, Sidi Adib. Vous vous rapprochez du micro, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, c'est bon, Manal? Impeccable, voilà. Merci, Sidi Adib, pour l'invitation. Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Vous allez bien? Vous avez fait bon voyage en venant. Oui, super. Il paraît que vous étiez sur un séminaire. Oui. Alors, racontez-nous ce séminaire, parce que ça, c'est une introduction incroyable de... Je vous remercie. En fait, il s'agit d'une formation sous forme d'un workshop à destination des jeunes pour la prise de parole en public. Donc, vous savez, c'est Adib que la prise de parole en public n'est pas donnée à tout le monde, mais quand même, c'est pas un truc inné. Oui. Et qu'on ne n'est pas orateur, mais on peut le devenir. Oui. Avec un peu d'apprentissage, avec la correction, un travail sur soi, on peut devenir un très bon orateur. C'est ce que j'ai essayé d'inculquer à ces jeunes braves et qui étaient vraiment réceptifs et qui m'ont gavé de cadeaux. Voilà. Par la suite, sympa, des messages très sympas que je garde sur des post-it. Ah ben c'est bien. Alors, vous êtes coach en développement personnel. Développement personnel, vous n'êtes pas que ça, vous avez travaillé pendant très longtemps pour l'administration et ainsi de suite. Et on devient coach comment? C'est-à-dire d'abord, c'est parce qu'il faut avoir vraiment je sais pas moi, il faut avoir... Non, faut juste rien avoir, c'est Adib. Oui. Il y a un seul truc. C'est zen. Non, pas être zen, mais avoir l'humain au centre de ses préoccupations. Voilà. Si on n'a pas l'humain au centre de ses préoccupations, alors il faut faire un autre métier, sincèrement. Voilà. Parce que coach, on s'imprègne de l'humain parce qu'on aide autrui. On a envie d'aider autrui, alors on devient coach. Pourquoi? Parce on visualise pas mal de scénarios qui devraient se réaliser d'une façon sereine. Alors on aide cette personne à passer ce cap vers cette berge qui est vraiment tranquille. Alors c'est pas le travail du tout d'un psychologue, au contraire. Non. C'est surtout un accompagnement et faire découvrir l'être qui est en soi. Exactement. Vous l'avez vraiment bien défini. On ne rajoute rien. Oui. C'est que, vous savez le truc là, une statue et qu'on essaie de la remodeler avec juste des retouches, on fait ressortir l'image. L'image, elle existait. Mais le coach, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait juste ressortir cette image. Oui. Alors, vous parlez tout à l'heure de miroir. Alors, c'est extraordinaire parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'en parle souvent. Et je parle souvent du miroir, que les gens devraient se placer devant un miroir, se parler à soi-même. Parce que d'abord, se parler à soi-même, c'est se découvrir à l'intérieur et en même temps s'épanouir physiquement et moralement. Et avoir une estime de soi. Exactement. Vous savez, quand vous me parlez de miroir, tout à l'heure, avant d'entrer au studio, on a discuté du miroir, et je me suis rappelé un texte que j'avais écrit quand j'étais à la fac, à destination de certains amis. Et j'avais bien précisé, il faut se miroiter, non pas pour essayer de devenir beau ou belle, mais juste pour se découvrir et travailler sur ses imperfections. Parce que comment on devient beau au regard des autres?
en travaillant sur nos imperfections. Oui. Et ces imperfections, on les découvre en se miroitant. Oui. Se miroitant en s'adressant à soi, Oui. en parlant à soi, et d'essayer de sortir la meilleure facette de soi. Comme je l'expliquais aux apprenants d'aujourd'hui et de la semaine dernière, Oui. il faut qu'on essaye de faire de notre mieux pour que notre version du lendemain, moi je veux bien que Abdelhamid Gibran du mardi demain soit meilleur que Abdelhamid Gibran du lundi. Du lundi, c'est ça. Et encore meilleur que celui du dimanche. Se perfectionner. Se perfectionner, mais pas autant de chercher la perfection. Oui, parce que si ça c'est un autre dilemme, vous le savez très bien. Question. La perfection n'appartient qu'au Tout-Puissant. Oui. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous faites écrire à vos élèves sur des post-it. Alors, vous dites... c'est le warm-up, c'est la température. Je prends leur température. Voilà, alors, c'est cette température. Alors, qu'est-ce qui... je ne vais pas vous demander... Allez, je les ai laissés à la... De trahir votre truc professionnel, parce que ça, c'est de la trahison. Mais... qu'est-ce qu'ils écrivent généralement? Je veux dire, grosso modo. Ce qu'on retrouve. Oui, parce que des fois, ils sont tous adolescents, parfois c'est des adultes entre 25 et 35 Exactement. ans. Donc il y a quand même une certaine, comme on dit déjà, une maturité qui est en train de se mettre en place. Alors, il y a des mots comme ça qui leur viennent à l'esprit. Je vais être le meilleur ou vous voulez parler du premier post-it du matin du matin, oui. Pas genre ce que je retrouve anxiété, je ne sais pas ce qui va arriver, je suis content, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et le plus beau, c'est je crois que cette journée va vraiment mal se passer. Oui. Et le beau, la cerise sur le gâteau, c'est le post-it qui est venu après. Oui. Je croyais que la journée allait pas se passer, mais c'est ma meilleure journée. Voilà, c'est quand même incroyable. Et ça, franchement, c'est un truc que je garde pour moi, c'est pour l'éternité. Alors, le miroir, l'effet du miroir, évidemment, quand on veut se parfaire, je veux dire, pas atteindre la perfection, mais se parfaire, devenir meilleur tous les jours. Oui. Est-ce qu'elle est accompagnée de, vous dites, est-ce que vous les habituez à leur dire, est-ce que vous les poussez à lire? Il faut lire, il faut se cultiver, parce que la culture a aussi, c'est comme un mur, on sent qu'on est protégé. Une enceinte, voilà. Exactement, une enceinte. Oui, je les encourage à lire, parce que dans mes slides, je mets certaines photos. Oui. De représentation, bien sûr, pour illustrer ce que je dis. Et quand je demande c'est qui, généralement, ils ne retrouvent pas la personne. Oui. Ils ne reconnaissent pas la personne. J'aurais mis un sportif, ils l'auraient reconnu. Mais quand je mets un artiste ou par exemple, et ils ne le reconnaissent pas. Donc j'explique, et en conséquence, je demande qu'ils s'enrichissent de lecture, parce que la lecture, je ne sais pas, comment vous la définissez-vous? Moi, je dis que la lecture est la voie royale qui mène vers la connaissance. Oui, vous l'avez toujours dit, et ça, je la retiens. Et j'ai repris la phrase de Freud, parce que Freud disait l'inconscient et la voie royale, l'inconscient, la voie royale qui mène vers le truc. Ouais. Mais j'ai repris la phrase en paraphrasant Freud, en disant que la lecture est la voie royale qui mène vers la connaissance. Et ça, je le dirais pas assez, parce que... Jusqu'au dernier souffle. Oui, parce que c'est incroyable. C'est pas la lecture sur un ordinateur. Non, du tout. La lecture, c'est un livre à la main. Oui. Et un livre qui se feuillette. Et n'importe quel choix du livre, pourvu que vous fassiez le bon choix. Voilà. Si vous êtes branché développement personnel, allez chercher des livres de développement personnel. Si vous êtes dans la fiction ou la littérature, choisissez un livre. Et ça vous permet vraiment de vous imprégner de la lecture. Et aussi, j'encourage à traiter la lecture rapide. La lecture rapide, elle permet aussi d'ingurgiter pas mal en un laps de temps. Parce que, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui,
c'est des éternels empressés. Oui. Ils sont tout empressés, quoi. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et moi, je disais, souvent, je dis sur Marie-Antoinette, la reine de France. Celle qui a été décapitée. Voilà, qui a été décapitée. Oui, ils ont mal fait, d'ailleurs, de la décapiter parce que... La pauvre, elle leur a juste dit que... Même Louis XVI n'a rien fait. C'était horrible. C'était une révolution qui avait donc... une triste révolution, et quand elle parlait du miroir, elle disait le conseiller de ces dames. Et je trouvais que c'était une très belle définition du miroir. Et vous la lisez comment, vous, c'est Adib? Moi, quand je dis le conseiller de ces dames, c'est pas le conseiller de ces dames, parce que Marie-Antoinette était très intelligente. Donc, je crois qu'elle avait besoin de ce miroir pour se refléter et revoir sa façon de voir les choses, comment elle allait reconstruire le Trianon, comment elle allait. Donc tous les matins, elle disait amenez-moi le conseiller de ces dames. Ouais. Donc je crois que d'abord, c'est vrai qu'il y avait 10% pour se faire belle et ainsi de suite. Mais elle n'avait pas besoin de cela puisqu'elle était reine de France. Donc elle avait plus besoin de se poser des questions parce qu'elle gérait un palais quand même. Exact. Donc elle se remettait en question. C'est une remise en question, effectivement. Elle se remettait en question en demandant des conseils à un miroir. Oui. Et que peut-on demander à un miroir si ce n'est ressortir ou bien lire à voix haute ce qu'on pense tout bas. Voilà, exactement. Alors, c'est Abdelhamid, j'ai envie de vous poser la question qui me brûle les lèvres. Comment on devient coach? C'est-à-dire que, je vous ai répondu à ces je vous ai répondu. Si vous n'avez pas l'humain... Oui. Alors, oui, mais enfin, oui, trêve de plaisanterie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir. Il faut avoir de la culture, il faut avoir aussi de la gentillesse, il faut savoir sourire, il faut apprendre aux gens à sourire parce que les gens ne rient plus comme autrefois. Et ça, je trouve que c'est... Ils rient jaune. Voilà. Ou alors ils rient jaune, exactement, ou ils ne rient pas du tout. Les gens ne rient plus. Je veux dire, moi, quand je vois, par exemple... les gens ne vont pas au spectacle, il faut au contraire, au lieu de rester... ne me posez pas la question de quel est le dernier spectacle que vous avez vu. Sinon, vous allez m'embarrasser. Je ne vais pas vous poser... Moi, les spectacles, j'adore. Oh, oui, mais bon, quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, ça c'est certain. Mais quand on a le temps, on peut aller, par exemple... Moi, je fais du cinéma avec mon fils. Heureusement que j'ai cet exutoire. Voilà, il y a la peinture, par exemple, les expositions de peinture, c'est extraordinaire. Ce que l'on développe comme imagination incroyable. Et ça, c'est... maintenant, ça devrait devenir obligatoire qu'il y ait un coach dans chaque entreprise. Oui. Vous m'avez posé la question de comment devenir coach. Donc, la première des choses, un coach, ça ne s'improvise pas. Voilà. Déjà, un coach, ça ne vend pas ses produits. Oui. Un coach, ça se demande. Voilà. Donc, les coachs, ils sont là. Et nous, on va les voir. On va voir ces coachs parce qu'on a envie de devenir comme eux. Oui. Parce qu'ils reflètent, voilà, je m'approche du micro, ils reflètent une bonne image, une image d'une personne qui ne veut que du bien pour autrui et qui met en place tout un arsenal pour les aider. Et nous, on a envie de découvrir cet arsenal. Alors, on va voir ces coachs qui nous ont précédés. Nous ont précédés dans pas mal d'études, pas mal de cas, parce que coach, ce n'est pas un diplôme. Oui, c'est certain. Ouais. Un coach, c'est une pratique. C'est des relations publiques, des relations humaines. Exactement, c'est une pratique. Oui. Et cette pratique, elle vous acquiert une notoriété. Oui. Et cette notoriété, on ne peut pas l'avoir en vendant du pipeau aux gens. Oui. Il faut faire ses preuves, donner de bons résultats et accompagner le maximum pour les aider. Parfois, on peut refuser d'accompagner une personne parce qu'elle n'a pas besoin d'un coach, elle a besoin d'un médecin. Exactement. Voilà. Donc, vous faites quand même la part des choses parce que ça, c'est déontologie. La déontologie vous impose de ne pas, parce que à l'appel, vous pouvez, si vous êtes branché pécuniairement ou financièrement, le premier qui arrive, vous le repêchez. Il y a qu'à bien sûr, mais
C'est pas une question de pognon. C'est plus une question humaine et déontologique. Il faut mettre les choses dans les bons emplacements, quoi. Voilà. Alors, il y a quand même, j'ai vu, moi, sur Internet, j'ai parcouru vous savez que j'ai horreur d'Internet. Vous faites la bibliothèque, vous. Beaucoup de coachs qui font de très mauvaises choses, c'est-à-dire en essayant par exemple, de prendre la place d'un psychologue, d'un psychanalyste ou d'un psychiatre, et ça c'est très mauvais. Là, et en proposant aussi des produits. Et ça, c'est interdit, c'est interdit. C'est grave. Par exemple, un coach qui dit, bon, le matin, tu peux prendre une bonne salade, un petit truc comme ça, un bon verre de lait, par exemple, et puis ça va te faire du bien, par exemple. Vous parlez d'un coach dédié diététique. Diététique, oui. Je crois qu'il a fait des études de diététique. Voilà. Ça, s'il a fait des études de diététique, oui. Là, il a entièrement raison. Oui. Mais si vous me dites que peut vous lui conseillez des cachets pour dormir le soir. Non, ça c'est. Oui, ça c'est un médecin. Ça c'est clair, hein. Ouais. Il n'a pas le droit du tout. Mais s'il peut lui conseiller la respiration profonde, oui. L'intelligence, plutôt tout ce qui est émotionnel et ainsi de suite, ça il peut. Il peut même le conseiller. Des petites tisanes, des trucs comme ça. Ça c'est ma mère, elle pourrait me conseiller une tisane, vous le savez, c'est bien. Donc. Oui. Et à côté de cela, évidemment, c'est un travail quand même incroyablement dur. Je veux dire, c'est voyager partout, faire des séminaires. Bon, c'est beau, vous voyagez. J'aimerais bien arriver à un stade où je voyager. En train de voyager, quoi. Oui, parce que bon, c'est vrai que vous avez travaillé dans la finance, c'est ça? Oui, j'étais dans une banque. Voilà, vous étiez dans une banque. On ne va pas donner le nom de la banque. Non, une grande banque de la place. Oui. Une grande banque de la place. J'ai passé 30 ans et j'ai fait valoir mon droit à une retraite anticipée. Oui. Pour me consacrer effectivement à ma mission de vie. C'est ça qui vous a finalement, oui, exactement. Ça a été le clic. Oui. Vous avez dit, bon, j'ai donné 30 ans de ma vie à cette boîte, bon, fini. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi d'abord, et puis après, vous avez senti le besoin de vous occuper des autres. Oui. Et on ne peut s'occuper des autres qu'après. C'est s'occuper de soi. Exactement, c'est dit. Il faut être vraiment. On ne peut pas donner aux gens. Bien dans ses baskets et oui, c'est comme ça. C'est sûr. C'est un vrai travail sur soi. C'est un vrai travail sur soi et c'est un dur labeur. On ne peut pas l'avoir un claquement de doigts ou un coup de baguette, quoi. Oui. Vous le savez très bien. Oui, et puis moi je dis toujours aux gens ici, pour les animateurs et tout, je leur ai dit, quand vous faites une émission, vous laissez vos problèmes dehors. Ah oui. Et quand vous rentrez, vous devenez un autre homme. Oh, oui. Et puis vous rigolez, vous savez comment je suis, moi je rigole, je plaisante, j'adore plaisanter. Bon, la plaisanterie a bien ses limites, mais des petits mots comme ça, rien du tout, ça m'a mais bien placé, quoi. Bien placé. Parler de cuisine, parler de... Vous adorez parler de cuisine. Moi, j'adore parler de cuisine. C'est incroyable. Quand vous nous posez les questions, quand je fais le jeu et que je suis à Casa, ici, alors on parle toujours de cuisine avant que vous posiez la question. Oui, c'est certain. Parce que moi, pourquoi je parle de cuisine? Parce qu'en parlant de cuisine, on sait l'état d'esprit dans lequel est la personne ou l'auditeur. Donc, oui, c'est sûr. J'allais vous poser la question, c'est Edib. Alors, comment la cuisine vous permet de détecter l'humeur de la personne en face au bout du fil, quoi. Au bout du fil. Écoutez, au bout du fil, à chaque fois qu'il me parle, bon, par exemple, le vendredi, c'est le couscous. C'est sacré, ça. C'est sacré, c'est incroyablement, et puis on sent que le type s'est rassasié, et ainsi de suite, et que c'est vrai qu'il faut pas beaucoup manger, il faut manger équilibré, mais il faut pas manger beaucoup, et puis il y a des moments où l'on sent, par exemple, que la personne a mangé, par exemple, des spaghettis avec de la sauce bolognaise, et des trucs comme ça. Ouais. Je le sens parce que c'est à la manière rapide dont il parle, la rapidité avec laquelle il parle, ou alors, quand il prend le temps de dire les choses, il dit le temps de digérer. Voilà, non, soit il est allé manger à l'extérieur, soit on lui a peaufiné un bon tagine. Oui.
Alors, j'essaye d'imaginer, bon, ben, c'est pas... Donc, vous essayez d'imaginer les ingrédients, comment ça s'est préparé, est-ce qu'il a rajouté un petit peu un zeste d'ici, est-ce qu'il a raté? Voilà, vous êtes un fin gourmet aussi. Je suis un fin gourmet, mais pas un gros mangeur. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'on a été dans la cuisine, qu'on est dans la cuisine, effectivement, on a fait, par exemple, vous faites un très bon tagine, je sais pas, par exemple, avec des petits pois et des artichauts. Oui. C'est un délice, vous le faites, et vous le faites tellement bien que c'est plutôt votre regard qui a mangé plutôt que votre... Vous en délectez. Voilà. Quoi. Et c'est tout. Mais on mange très peu. Les cuisiniers, c'est pour ça que les cuisiniers mangent très très peu. Mais pourquoi les gros chefs, les chefs, ils sont... Ils sont gros parce qu'ils goûtent à tout. Ils goûtent à tout. Voilà, c'est parce que eux, au moins, ils font quelque chose. C'est que bon, surtout les chefs en France. Ouais. Dans les pays européens, ils sont gros. Ils sont gros parce qu'ils doivent goûter à tout. Et quand ils goûtent à tout, évidemment, ils mangent avant avant les repas, là. Non, ils mangent avant les clients. Avant les clients. Même les cuisiniers qui travaillent dans les cuisines, ils doivent manger avant les clients, et même les garçons de café, ils doivent manger avant les clients pour être à l'aise. Pour présenter les choses. Je croyais qu'ils devaient manger pour goûter. Est-ce que ça va ou pas? Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, jusqu'à la fin du XXe, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les grandes familles anglaises, tout le staff mangeait après la grande famille, c'est-à-dire la famille bourgeoise et ainsi de suite. Mais après, ça a changé, ça a du tout changé parce que les gens préfèrent qu'on fasse manger d'abord Sûrement une anecdote dans le sens là, ça doit être quelqu'un je crois que c'est quelqu'un qui est tombé dans les pommes en servant peut-être la soupe ou c'est pour ça qu'on s'est rendu compte. Oui, et peut-être on s'est rendu compte aussi que les gens ils sont pas là quand ils ont faim. Donc ils mangent avant les invités. Donc ce qui est aujourd'hui une habitude. C'est pour ça que les enfants aujourd'hui on les fait manger avant. Exactement. Pourquoi? Parce que comme ça ils te dérangent pas et en plus ils sont pas bruyants. Et voilà, c'est tout. Mais bon, on va revenir à votre métier, je sais pas. Alors, vous avez des projets d'écriture Oui, effectivement. Vous savez, Adib, en rentrant au studio, vous êtes rappelé de mon premier passage ici. C'était en 2017 quand même. 2017, ah ouais, c'est pas évident. Hein. Ah oui. Heureusement qu'il y a les photos qui nous rappellent qu'il s'est passé. Et j'étais venu vous présenter mon premier livre, vous vous rappelez. Oui. Donc, et depuis, c'était le syndrome de la page blanche, à plusieurs reprises. Oui. C'était peut-être un moment de réflexion. Est-ce que je continue dans le... Non, il était bon, il était excellent. Oui, je me rappelle très bien que vous l'aviez bien apprécié, voilà. Et j'ai écrit un deuxième livre que je n'ai pas publié. Il est prêt. Ah ouais, alors pourquoi vous ne l'avez pas publié? Vous êtes encore réticent ou alors il reste des rectifications à faire? On va revenir encore au problème du perfectionnisme. Oui. Le premier, vous savez que je l'ai écrit en 48 heures. Oui, et ça a cartonné, et c'était un très bon livre. Mais le deuxième, je voulais qu'il soit encore meilleur. Oui. Et je l'ai écrit, et il est bon, je crois, il est bon. Vous savez que Balzac a écrit Le Père Goriot en une nuit. Oui. En une nuit. Il faut vraiment. Vous l'avez dit la dernière fois, oui. Il faut vraiment le faire. Ouais. C'est un génie, ce gars-là. Ah, ouais. Ben, c'est incroyable parce qu'il était tellement couvert de dettes que les maître Plissou, qui l'a suivi toute sa vie, oui. des huissiers de justice lui réclamaient l'argent. Et il a été obligé, en une nuit, d'écrire. Il a dû boire 3 ou 4 litres de café. Ouais. Il buvait énormément de café. C'était pas un homme qui usait des fruits de l'interdit. Pas du tout. Il mangeait beaucoup. Alors là, c'était un ogre. Ouais. Et il buvait beaucoup de café. Et en une nuit, il a fait ce chef-d'œuvre de la littérature, évidemment, Le Père Goriot, qui est une beauté incroyable. Exactement. D'ailleurs, il y a un film vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a Le Père Goriot joué par Charles Aznavour, qui l'interprète d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Ah, super.
Alors, ce deuxième bouquin, Ça parle de quoi? Non? Oui, ça parle de quoi? Je vous mets au parfum, alors là. C'est un crime Oui. et élucidé par un fin limier. Voilà, c'est-à-dire un policier. Un flic. C'est un polar. C'est un polar. Polar. C'est un polar. C'est un polar. Donc, et ça se passe à Paris. À Paris. À Paris. Donc ça se passe à Paris, c'est un crime, c'est un crime passionnel, bien sûr. Et l'inspecteur, c'est un genre d'inspecteur un peu. Oui, c'est un fin limier. Aucune affaire ne lui résiste. Oui. Mais il a dû vraiment travailler sur cette affaire-là. Voilà, donc il a pour finalement découvrir que il faut avoir aussi il faut être coach pour pouvoir analyser un criminel et un truc comme ça. Non, il faut être juste un épris de lecture. De lecture. Et vouloir transmettre. Vous savez, la lecture, comment ça se passe? La lecture, pour moi, c'est essayer de transcrire noir sur blanc un flot qui ressort de votre palais et qu'on essaie une avalanche qu'on essaie de pousser le temps de transcrire. Quand ça vient, c'est après, besoin, ça vient. Oui, et pas besoin de muse. Hein. Alors, quand vous avez, bien sûr, vous choisissez le lieu, évidemment, l'énigme, évidemment, le crime, pourquoi, et puis vous le dites pas tout de suite, parce que on tue, parce que. Ouais, il faut garder le suspense, quoi. Alors, est-ce qu'il est profiler? Il n'est pas profiler, il est juste un bon flic. Un bon flic, voilà. Mec avec les paperasses et tout. Attendez, son leitmotiv, c'est le diable se cache dans les détails. Donc vous devinez, donc il est très attentionné aux détails et c'est un détail qui a guidé, qui a élucidé tout le. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que les détails, c'est chez Colombo qu'on le trouve. Oui. Chez Hercule Poirot, les détails. Quand il dit je vais un petit peu titiller mes cellules grises pour pouvoir. Et puis on le retrouve dans l'inspecteur Maigret. L'inspecteur Maigret un peu moins parce que bon, Maigret, il arrive pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas autant de. Alors que Agatha Christie a écrit pendant la guerre. Après la guerre, et puis bien après la guerre, évidemment. Et elle a créé ce personnage, elle a créé deux personnages. Elle a créé Poirot, Hercule Poirot et Mrs. Marple. Mais c'est agréable de lire parce que moi, je les ai tous lus pratiquement. Bien sûr, et le Express. Ah oui, le crime de l'Orient Express. L'Orient Express. Il y a le Mort sur le Nil, il y a c'est incroyable, les 7 petits nègres, il y a c'est d'une beauté incroyable, je veux dire. Et là, c'est vrai que quand on lit, à aucun moment on ne sait qui. Oui, le suspense, il est à la dernière phrase. À la dernière. C'est les derniers chapitres. On a beau deviner, on se gourre tout le temps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle met en vedette Hercule Poirot et il explique à la fin comment le crime a été, et comment il a élucidé le crime, et il sait qui a commis le crime. Donc, évidemment. Ça, c'est une mise en valeur pour le détective, quoi. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Dans l'Orient Express, je veux dire, quand on lit le roman, au début, on pense que c'est la baronne, puis on pense que c'est la duchesse, puis on pense que c'est la sœur, puis la sœur d'église, la nonne, puis après, on pense que c'est le type du wagon-lit qui celui qui a la clé. Qui a la clé, on pense par la suite. On se dit, mais c'est pas possible. Mais nous, on nous met des indices pour des leurres, quoi. On nous met des leurres. Sinon, voilà. Et le cinéma aussi. Oui. Le cinéma aussi, il s'y prête pour ce genre de. Et il sort quand ce bouquin? Comme ça, on va le lire, on va vous inviter. Je me suis donné avant le premier semestre 2024, Inch'Allah. Pas mal. C'est bon. C'est un bon deal. Oui, c'est un bon deal. 2024. C'est incroyable. Vous voulez
l'avant-première, là. Ah oui, ben oui. Avec grand plaisir. Comme ça, vous serez là, on va en parler pendant 45 minutes. Ça va faire plaisir à tout le monde. Et en même temps, on va peut-être donner trois romans à 3 auditeurs. Oui, c'est sûr. Alors, j'ai envie de savoir, ce coach, M. Abdelhamid Jabran. Je ne vous ai pas dit autre chose. Oui. J'ai 2 adolescents à la maison, un garçon et une fille. Alors, vous pouvez leur passer un grand bonsoir. Kenza, Reda, Mariam c'est ma femme. Oui. Je vous aime tous. Je vous passe le bonjour du studio Alif et Hafid. Voilà, et de Adib El-Mshrafi. Et de Adib El-Mshrafi, bien sûr. Alors, quand vous participez à l'émission, la bonne réponse que j'aime chez vous, c'est que, bon, c'est vrai que vous prenez pas les choses Oh, non. Je les prends au sérieux, sauf que j'oublie certains détails, c'est Adib. Non, je sais, par exemple, là, je peux vous dire combien vous avez de points. Mais je suis distancé, vraiment distancé. Oui, parce que vous ne jouez pas tous les jours. Je ne joue pas tous les jours, effectivement. Voilà, vous ne jouez pas et je ne joue pas sérieusement. Voilà, je ne joue pas sérieusement, voilà, je vous l'avoue. Vous n'êtes pas même le genre de mec qui va dire « Ah non, j'ai envie de gagner des livres. » Ça, c'était Abdelhamid en 2017. Ouais, j'ai gagné pas mal de livres. J'ai gagné vous avez gagné des livres. Ah oui, une tonne de livres, une pile de livres que vous m'avez offert. J'ai oublié, moi. Oui. Et j'ai gagné un beau tableau d'ailleurs il est dans mon bureau. D'accord, ok. Il est dans mon bureau. C'est un tableau de l'artiste Oumi Hind. Bonjour. Oui, elle est extraordinaire. Ouais, et le tableau, il est juste derrière. Ceux qui me voient dans mon bureau, ils voient le tableau. Hein. Oui, là, j'étais acharné. Oui. Mais je vous promets, il nous reste combien de... On a encore donc jusqu'à fin décembre. Je peux me rattraper. Hein. Oui, et vous pouvez, bien sûr que vous pouvez. Et combien de gens ont commencé et puis... ils ont lâché ou bien il y a des gens qui ont à un certain moment qui se sont fatigués et c'est normal. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui lâchent. Vous savez, les aléas de la vie, ils nous perdent. On ne sait pas où ils nous mènent. Et bien sûr, on a beau être assidu au début, parfois Oui, alors que, bon, à l'époque, évidemment, il y avait pratiquement... Et l'horaire aussi, n'oubliez pas. Oui, il y avait l'horaire. Il y avait l'horaire. Hein. Il y avait, on avait toute l'après-midi. On était arrivé à 1200 personnes. Exactement. C'est incroyable. Et moi, j'avais un numéro très avancé. Moi, j'avais le 34. Oui. J'étais très avancé. Hein. Oui, et en plus, vous appeliez, c'était rapide. Moi, j'envoyais le SMS. C'était plus rapide. C'était plus rapide et on a plus vite, évidemment. Et puis, et l'époque, c'était une émission qui avait un petit peu accroché les gens. Oui, surtout. Mais surtout, je recevais beaucoup de livres. Donc, les gens prenaient des livres. Maintenant, c'est vrai que les éditeurs se fatiguent. Que vous citez les mêmes personnes, je me rappelle. Oui. Maintenant, il y a des éditeurs qui ne m'envoient plus, donc je ne plus Sirat Nani, je l'ai rencontré à Bruxelles quand je signais mon livre. Je l'ai rencontré. Et il est venu, il a signé, il a acheté un livre. Il m'a dit je t'encourage. Non, il est superbe, Sirat Nani. Il faut le relancer. Sirat Nani, c'est quelqu'un qu'il faut relancer. Mais je crois que s'il va m'écouter, il va sûrement m'envoyer, il va me dire allez, tu vas on lui envoie un message. Oui, Sirat Nani, s'il vous plaît, de grâce. Envoyez-nous des bouquins parce que là, je commence à en manquer. En manquer. Sirat Nani, je vous passe le bonjour et je vous qu'est-ce que je peux bien dire? Si Adib, il a besoin de livres. Voilà. Merci beaucoup, Sirat Nani. Ça fait plaisir, monsieur Nani. Autrement, je ne donnerai plus votre maison d'édition. Alors, la question. Oui, la question qui est, c'est Abdelhamid Jabran, comment vous vous comportez? Parce que maintenant que vous avez ce métier, vous l'avez dans la peau, il faut l'avoir dans la peau, ce métier de coach. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je rentrerai dans un truc. Je voulais juste placer un mot. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de mes 2 enfants, juste pour vous dire que je me spécialise en coach scolaire actuellement. D'accord. Parce que je crois que les jeunes ont vraiment besoin d'un accompagnement. J'ai commencé mon cursus il y a juste 2 mois. Oui. Je vais être certifié vers fin avril prochain. Oui,
Et c'est une certification et en plus une accréditation, parce que le cabinet nous a promis une accréditation à l'américaine. Oui, d'accord. Donc, ça sera, je capitaliserai, Inch'Allah, sur ces acquis pour accompagner les jeunes et ils en ont vraiment besoin. Ça, ce sera mon cheval de bataille, Inch'Allah. Oui, c'est une très bonne chose. Donc, vous devez vous comporter avec vos enfants, vous devez les connaître parfaitement. On ne coache pas ces enfants. Ouais, on ne peut pas les coacher. Ça, c'est certain. Il faut les... Ne dites pas que vous les scotchez quand même. Non, vous savez que scotcher, on l'a utilisé hier pour rigoler dans la séance de coaching. Ah, d'accord. Okay. Ben, vous voyez que je suis pas... Parce que en jouant, en faisant des jeux de rôle hier, j'ai eu un adolescent qui ne voulait rien savoir. Juste en faisant des jeux de rôle, c'est quelqu'un qui s'est présenté chez moi. C'est ses parents qui ont demandé. Ça, c'est juste un jeu de rôle qu'on fait pour se perfectionner. Et lui, il me dit, écoutez, c'est mes parents qui payent, c'est eux qui ont demandé. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je veux pas. Ces notes-là me suffisent. Je ne veux pas être perfectionné, me perfectionner, et avoir des 17 et des 18. Le 13, ça me suffit. Oui. Et comment vous allez réagir face à une situation pareille? Il me dit que moi, les études, c'est juste pour mes parents. Vous avez tellement d'expérience que vous finirez par le faire, faire avouer. C'est certain, parce que là, bon, mais on a bien rigolé. Avoir des 13, c'est pas une humiliation, avoir 13. Ouais. Moi, au regard des parents, il y a des parents qui sont incroyables. Vraiment. Qui devraient peut-être lâcher la grappe à leurs enfants. Voilà, et les laisser vivre. Oui. Vivre et laisser vivre. Parce que l'enfant, la note ne reflète pas l'enfant, sincèrement. Si on devait comparer, si on devait faire la corrélation note à enfant, si jamais l'enfant n'a pas une bonne note, il n'osera même pas regarder ses parents dans les yeux. Il doit travailler dur, vraiment dur, pour plaire à ses parents. Alors que normalement, nos enfants, on devrait les aimer d'un amour inconditionnel. Oui, bien sûr, c'est incroyable. On aimerait bien qu'ils aient de bonnes notes. On va les encourager à avoir de bonnes notes, bien sûr, avec des moyennes, avec ce qu'on peut faire. Mais ça ne devrait pas être sine qua non. Oui. Voilà. D'accord. C'est-à-dire les aimer et c'est tout. Et c'est tout. Et les laisser tranquilles. Et puis bon, il y a des coachs, il y a des professeurs. Oui. Dédiés pour ça. Voilà. Dédiés pour ça, pour les accompagner. Pour ça, ils sont là pour accompagner les élèves. Et quand je dis ne pas les déranger, non, il faut les suivre. Il faut les suivre. Il ne faut pas les laisser. Il faut les suivre. Il faut quand même. Parce qu'il y a des bombes dans la vie. Oui. Des imprévus dont on ne s'y attend pas. Il y a tout. Il y a la drogue, il y a la cigarette, on commence par une cigarette, après ça finit par un joint, après exactement. le joint. C'est la déperdition, quoi. C'est incroyable. Et puis après, on les voit pas. Il faut les suivre. Mais de loin. De loin. D'accord, ok. Il faut être ami. Un conseil, il faut être ami avec ses enfants. Il faut tisser des canaux de communication avec ses enfants. Non. Il faut les tisser, sincèrement. Il faut les tisser, il faut les préserver, ces canaux. Parce que ce qu'on craint, en principe, en étant un parent, c'est d'avoir une surprise. Il faut que le canal de communication soit maintenu. Comme ça, si jamais il y a un problème, c'est la première personne à qui on vient voir. Voilà, exactement. Et surtout, entre père et fille. Parce que au Maroc, c'est plus difficile. Bon, j'ai vu beaucoup de gens et j'ai beaucoup d'amis qui ne savent pas s'y prendre avec les filles et ainsi de suite. Alors que, franchement, un père qui ne sait pas parler avec sa fille de beaucoup de choses, d'énormément de choses, de sa vie même. Intime même. Intime. Oui, exactement. Il faut parler. C'est pas. C'est la nature humaine. Ça, c'est pas. Elle n'a pas commis un crime. Non. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui disent « je ne peux pas parler de ma fille sur ses règles ». Je lui ai dit « mais non, il faut que tu lui parles ». Au contraire, c'est toi qui devrais aller lui acheter des trucs, les serviettes. Elle doit m'écouter. C'est moi qu'elle appelle quand elle est à l'école et qu'elle a... Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est incroyable parce qu'après, il y a une certaine liberté d'expression qui s'installe.
une certaine confiance qui s'installe, et par la suite, les enfants eux-mêmes prennent des décisions, et qu'ils prendront une décision pour toute leur vie, je crois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont dit, moi je peux pas trahir mon père, parce qu'il fait ça pour moi, il fait ça pour moi, et c'est pas parce qu'il fait ça pour moi, non, c'est parce que nous discutons de ça, et qu'il m'a dit que attention, il y a ça dans la vie. C'est le cercle de confiance. Voilà. Alors, il faut le préserver, ce cercle de confiance. Alors, vous appelez cercle de confiance, c'est-à-dire le cercle familial et ainsi de suite. Oui. Est-ce que donc il faut rester... On parle de tout. Il faut parler de tout, de ses problèmes. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Vous savez que vos enfants, ils peuvent vraiment ne rien vous dire et vous faire paraître que tout va bien. Oui. Et vous n'y verrez que du feu. Que du feu. Même vous avez beau mettre votre voiture devant la porte de l'école et faire le pied de grue. Voilà. Jamais. Ah oui, c'est certain. Donc, autant faire confiance. Non, c'est incroyable parce que là, c'est vrai qu'il m'arrive de donner des cours, des fois de philo, des cours de littérature ou d'écriture. Puis je vois la difficulté avec laquelle, je veux dire, quand le père amène la fille ou ses deux filles, il les amène pour un cours de philo ou de littérature. Je dis, mais monsieur, il faut que vous lisiez à haute voix avec eux. Il faut lire à haute voix. C'est monsieur Abdelhamid, il a fait encore des siennes. Je m'amuse. Il a tapé le micro, mais ça arrive même aux États-Unis. Alors, ce que je voulais dire, et j'ai trouvé qu'ils avaient un retard, mais incroyable. Je lui ai dit, le père, il me dit, quel est le seul moyen pour qu'il n'y a pas de miracle? Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. La seule recette, c'est que tous les soirs, vous allez lire avec eux. Vous êtes intelligent, vous avez fait de très bonnes études. Vous êtes à même de leur expliquer et de lire à haute voix, et faites-les lire à haute voix toutes les deux, parce que demain, ils en auront besoin. C'est incroyable. Moi, ce que je peux leur donner, c'est les trucs techniques. C'est-à-dire comment on fait une rédaction, comment on fait une dissertation, qu'est-ce qu'une synthèse, qu'est-ce qu'une antithèse, Mais je peux leur expliquer le roman de Balzac, oui, je peux leur expliquer le Père Goriot, leur raconter l'histoire, mais je ne peux pas lire à leur place. Donc, vous faites quoi? Pour les pousser à lire, vous lisez vous-même et à haute voix. À haute voix. C'est le principe des mammifères. Oui. Les enfants, ils apprennent en copiant. Oui. Les parents, ils font un geste et les enfants, ils font. Et c'est un apprentissage qu'ils font. Donc, il faut faire de même. Oui, Alors, une avant-dernière question, c'est Abdelhamid, avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous avez de la route à faire. Ça fait 90 bornes. Oui. 90 bornes. Et vous habitez Casablanca, évidemment. Casablanca, où vous habitez, c'est une ville qui est devenue très belle aussi. Très, très belle. C'est pas pour rien qu'on dit Casablanca la blanche, Casablanca la belle. Et est-ce que quand vous vous réveillez le matin, vous faites de la marche ou heureusement sur Casablanca, oui. C'est-à-dire là où vous faites la marche, où il y a de beaux monuments et ainsi, parce que c'est vous qui en avez parlé la dernière fois. Je crois qu'on a parlé de la Scala. La Scala, oui. La Scala. Et j'habite pas à côté. Je sais, vous n'habitez. Oui, j'habite à l'orée de la Californie, oui. Tout près de la Californie. Donc, j'ai un petit privilège, oui. Qu'il y a un grand espace. Oui, espace vert. Un espace vert, oui. Et il est bien cet espace vert. Donc, je fais la marche là-bas. Mais j'aurais aimé faire la marche près de la mer. Oui. Au bord de mer, mais c'est assez loin. C'est assez loin. Il faut avoir une voiture, il faut se garer. Exactement, il faut prendre sa voiture et se garer, comme vous avez dit. Oui. Mais pour se garer, il faut déjà conduire. Et ça fait quand même plusieurs bornes pour y arriver. Oui. Et vous savez comment ça se passe à Casa. Donc, oui. Vous étiez à Sidi Bouzid. Alors moi, je trouve Sidi Bouzid, je trouve que c'est un endroit merveilleux. Et j'allais vous en parler. Oui. Par contre, quand je suis
à El Jadida pour des formations ou juste pour des vacances, Oui. j'en profite. C'est beau de marcher. Hein. C'est beau. À 5 minutes, je quitte mon appart. À 5 minutes, et je suis en bord de mer. Ah ouais, à 5 minutes, je suis en bord de mer. Et je ne suis pas le seul. Ce qui m'intrigue au niveau de Jadida, c'est qu'il y a, on dirait que tous les Jidis font du sport. Oui. Et il y a une grande population d'étrangers. Oui, d'accord. Ah oui, ils font du sport là-bas. Oui. Donc, surtout qu'ils sont d'abord au bord de la mer, surtout les étrangers. Oui. Ils adorent ça. Oui. Et puis, bon, ils viennent généralement au Maroc parce que beaucoup de vieux viennent terminer leur vie au Maroc. Je veux dire, je précise, oui, terminer. Sinon, ils passeraient en Suisse, quoi. Finir parce que, bon, ils sont beaucoup, même à Rabat, ils sont énormes. Oui. Il y a beaucoup, énormément. À Marrakech, c'est incroyable. Les gens qui viennent et qui Marrakech, disent, c'est l'Eldorado. Ils vendent tout. Ils vendent tout, ils achètent tous les biens et tout. Tous les biens, et ils achètent à Marrakech. Mais ils se régalent parce que quand ils font, moi j'ai vu beaucoup de gens, des Français par exemple, que j'ai rencontrés à Marrakech. C'est en plein farniente, quoi. Oui, ils me disent que franchement, entre là où nous étions à Paris. La grisaille de Paris. Et d'abord, et en plus, elle dit, ici tu achètes 3 tomates, tu achètes un truc, tu achètes, elle dit, et puis tu manges bien comme il faut, il y a le bord de la mer, il y a le soleil tout pratiquement toute l'année, et ils marchent, c'est leurs enfants qui viennent les voir. Oui. Alors, eux, ils refusent. Moi, j'ai vu une famille à Marrakech, ils me disent, je refuse d'aller en France. Ils se sont établis ici. Ils sont établis, ça y est, je refuse que mes enfants, s'ils veulent venir me voir, ils viennent me voir. Et c'est incroyable. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes, parce que ce sont eux les hommes de demain, oui. De faire, de se soigner, de parler, surtout de ne pas avoir honte de poser des questions. Oui, c'est Adi, vous avez mis le point sur plutôt le doigt, là où le doigt blesse, quoi, le bas blesse. Les jeunes, en principe, ils devraient persévérer. Persévérer, c'était mon conseil d'ailleurs que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Oui. C'est de persévérer, et j'ai donné exemple de l'eau de mer qui touche et érode le roc. Oui, le roc, il est dur, oui, mais elle arrive à l'éroder quand même. Oui, le ressac surtout, on appelle ça le ressac, le va-et-vient des vagues. des vagues, exactement. Donc certain. ça, c'est la persévérance. Et ne pas plier les bras. Ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras. Ne pas baisser les bras et de persévérer. Autre chose, j'ai assisté dernièrement à une journée de gratification des jeunes de l'association Jadara, que je salue de ce micro. Et il y avait la présence du ministre M. Meraoui, et qui a insisté que actuellement, les personnes qui font des études et se contentent de faire les études en hard skills, vous avez parlé de technique et tout ça, et qu'ils attendent d'avoir le diplôme pour travailler, c'est révolu. Oui. Il faut travailler sur leur personne. Voilà. Il faut travailler sur soi. Il faut travailler les soft skills. Et moi, je milite pour la mise en place de ces soft skills, et j'essaie de vulgariser ces soft skills auprès des jeunes pour qu'il y ait au moins une égalité de chances au niveau de ces jeunes. Il faut qu'ils travaillent leur confiance en soi, leur estime, elle doit augmenter. Il faut qu'ils sachent parler en public, tenir une conversation, parler et gérer un jury. Je dis bien gérer, parce qu'on gère le jury quand on a la maîtrise de soi, quand on a la confiance et qu'on gère son stress. On peut gérer le jury qui est devant soi et placer et transmettre tout ce qu'on a sans aucune crainte. Voilà. Et que dire aussi aux entreprises, parce que moi je vais vous raconter une histoire. J'étais à Casablanca, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, c'était le Salon international du livre et de l'édition. J'y étais, et tout d'un coup je mets ma main dans ma poche, je manquais d'argent, et je me suis dit je vais aller dans une des banques. Guichet, oui. Non, je suis allé au guichet, il ne fonctionnait pas. Oui. Je suis rentré dans la banque, et j'ai parlé avec la directrice de la banque. Je lui ai dit, écoutez madame, voilà, il m'arrive que
je n'ai pas de truc, je suis à court, je suis à court, et ainsi de suite. Elle me dit, ah non, vous êtes de Rabat, non, vous allez à Rabat. Et je lui ai dit, madame, il vous arrive de sourire et de dire gentiment, là je vais vous dire, je ne vais pas sortir de cette banque tant que je ne prendrai pas d'argent. Je suis dans cette banque avant vous. Et j'ai trouvé ça aberrant quand même une gérante de banque. Enfin, c'est un management, c'est un comportement, ça. C'est un comportement, mais de la gentillesse, de oui, monsieur, on ne peut pas le faire, monsieur, mais pourquoi? Vous me donnez le pourquoi. Est-ce que pourquoi moi je le fais dans les autres villes du royaume, mais pourquoi à Casa? Non. Vous savez qu'il y a 1000 façons de dire non. Hein. Non. Oui, il y a 1000 façons de dire non. Oui, et là, pour avoir travaillé 30 ans dans une banque, je peux vous dire qu'elle a tort. Oui. Parce que le client, il est servi là où il va, dans n'importe quelle ville. Non, mais ça se voyait qu'elle venait d'être mutée, donc ça se voyait qu'elle... je me rappelais du nom de cette banque, mais bon. Et quand je suis rentré à Rabat, j'ai fait une réclamation. Oui, j'ai réclamé, puis on m'a répondu. Donc, c'était une banque qui se respecte. Voilà, alors. Qui se respecte. Oui, c'était une banque qui se respecte. C'est toujours une banque qui se respecte. En tout cas, bon, ils me connaissent depuis des années. Donc, écoutez, monsieur Abdelhamid, merci d'être venu ce soir. Ça passe vite. Hein. Oui, ça passe vite. Il est 21h05. Et quand même. Je vous souhaite évidemment un bon retour. Merci. Vous embrassez vos enfants très très fort. Ils font partie maintenant de la famille de la bonne réponse, évidemment. Merci. Et évidemment, je vous rapporterai votre livre. C'est un très beau livre. Je ne vais pas vous dire c'est lequel. C'est un très beau livre. Merci. J'en serais honoré. Et j'ai choisi, je me suis dit, on lui a donné ça, on lui a pas donné de trucs sur la musique. On va lui donner des trucs sur la musique. Donc c'est un avant-goût, quoi. C'est un avant-goût. Voilà, mais c'est un beau livre. C'est un beau livre. Ça fait partie des œuvres d'art. Voilà. Donc je le garderai dans son écran, ou bien je devrais le lire? Il faut le lire. Il faut le lire. Là, l'histoire que vous allez... vous allez connaître pas mal de trucs. C'est incroyable. Vous allez connaître des gens, des musiciens de talent, mais incroyable. Je vous remercie. Merci, beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci d'être venu, parce que je sais que vous avez fait 100 bornes et que c'est pas donné à tout le monde de faire 100 bornes et venir pour cette émission. Et bien, comme d'habitude, à vos amours, à vos passions, merci d'être là ce soir. Merci à vous. Au revoir. Mademoiselle Manal, de la musique à